Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 30 septembre 2022 et on va pas se mentir, ça va pas très bien du tout, en Suisse. Sur les graphiques, en tous les cas, ça va moins mal au niveau économique en Suisse que dans le reste du monde, mais ça va pas bien sur les marchés, pas bien du tout partout dans le monde. On en a beaucoup parlé cette semaine. Et c'est vrai que la situation globale, économique, de récession, et maintenant avec la crise anglaise, eh bien, ça ne nous arrange que moyennement. Et la photo finish n'a plus vraiment rien à voir avec la réalité sur le marché suisse. On fait le point sur la Suisse, la macro, la micro, et les autres marchés du monde, les performances des indices et 2-3 titres qui ont bougé un petit peu et sur lesquels il y a quelques mots à dire cette semaine. La situation globale n'est donc pas bonne. Je vais vous passer le détail de la guerre en Ukraine, je vais vous passer le détail de la crise énergétique qui nous attend cet hiver en Suisse, en Europe et dans le monde à notre connaissance. Je vais vous passer aussi les détails du fait qu'à force de monter les taux, eh bien, les banques centrales vont nous mettre dans une récession assez sévère. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'on va clairement en direction du mur. Et à grande vitesse, et qu'il y a très très peu d'espoir que finalement, en tout cas, les USA échappent à cette récession. Nous, en Europe, on a déjà plus ou moins intégré la chose qu'on va aller droit dans le mur. Je parle de l'Europe, je parle pas de la Suisse en particulier. Mais vraiment, ça ne va pas bien, les chiffres sont pas bons. On a encore eu donc cette lecture du CPI en Allemagne hier qui était à 10,9%. Et là encore, étant donné les conditions d'énergie, de prix sur le gaz, ces pipelines qui sont arrêtés ou bien détruits au fond de la mer Baltique, ça ne va pas aider à faire baisser le CPI en Allemagne. Et à côté de ça, on a vu cette semaine effectivement que la Banque d'Angleterre, enfin que le gouvernement anglais prend des mesures pour essayer de caper finalement le prix des factures d'électricité des ménages, et c'est ce qui a déclenché une crise assez majeure et spectaculaire sur la livre, mais également sur les rendements, sur l'obligataire anglais et sur les marchés en général. Et quand l'obligataire commence à craquer avec cette force-là, il y a forcément des conséquences. On a vu une intervention de la Banque d'Angleterre au milieu de la semaine qui a décidé finalement de venir racheter tout ce qu'elle pouvait racheter en termes d'obligations pour soutenir le marché, pour empêcher cette crise de s'empirer. En deux mots, ça s'empire. Et donc, ils sont venus de plus en plus pour essayer de soutenir le marché. Ça a duré que quelques heures, que 24 heures, pour essayer de donner cette impression que. Mais aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que la nouvelle stratégie du nouveau gouvernement britannique, de la nouvelle dame de fer 2.0 qu'ils ont à Londres, ne suffira pas, et même plutôt une énorme connerie, et qui va mettre tout le Royaume-Uni en difficulté. Et si tout le Royaume-Uni est en difficulté, autant vous dire que le reste du monde va aussi en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même un effet de capillarité, et on a vu vraiment que ça devient très dangereux, et on voit surtout au niveau du rendement des obligations britanniques et qui vont exploser. On a été relativement surpris aussi à propos du rendement des obligations, du fait que l'Italie finalement s'en sort pas si mal après l'élection du parti néofasciste en Italie. Alors bon, de nouveau, on va pas rentrer dans les détails politiques, hein, on sait que c'est pas aussi extrémiste de droite que l'on pourrait craindre, mais en tous les cas, les bonds sont quand même très très hauts, les rendements sont très très hauts. En Italie, on sent qu'il y a une énorme tension au niveau des marchés européens en général, hein, que la sécurité n'est pas là, on est en pleine zone d'insécurité. On a aussi toute cette thématique de sanctions contre la Russie qui sont en train de se retourner, en tout cas pour l'instant, contre l'Union européenne de manière assez massive. Donc on a quand même pas mal de choses qui vont mal. On voit que pour l'instant, eh bien, tous les efforts des banques centrales pour essayer de freiner cette malheureuse inflation ne fonctionnent pas, ou très peu. On le voit encore donc avec le CPI en Allemagne. Donc on sait inévitablement que la Banque centrale européenne va devoir monter les taux probablement de 0,75 voire de 1% lors de son prochain meeting. Il va falloir essayer de faire quelque chose. Est-ce que ça suffira? On voit déjà que les États-Unis, qui ont beaucoup d'avance sur l'Europe, n'y arrivent pas. Donc c'est pas super rassurant. Sans compter qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le même problème énergétique au niveau de l'approvisionnement en gaz que nous avons en Europe. Donc du coup, c'est pas top, c'est pas terrible, et l'ambiance est extrêmement morose. Et on sent qu'aujourd'hui, eh bien, le moral de l'investisseur est en train de craquer. On connaît ce graphique que je vous ai déjà montré en début de semaine sur le Morning Bull, je crois,
où on parlait du comportement des investisseurs, et là on est en phase de capitulation. On n'est pas encore en phase de désespoir, mais on sent quand même que les gens, ils en ont mais ras-le-bol à un point mais inouï de ce qui se passe dans les marchés. Et ils aimeraient juste que ça s'arrête et puis qu'on puisse passer à autre chose. Et pour l'instant, eh bien, ça va être compliqué parce que finalement, on voit que tout est en train de lâcher. Même les indices que l'on appelle défensifs, comme nous, en Suisse, n'arrivent pas à tenir. On va le voir sur les graphiques tout à l'heure. Le SMI est en train de frôler les 10 000. On a même passé brièvement en dessous des 10 000 cette semaine. Et il n'y a rien à faire, hein. Tout part à la casse, plus personne ne veut plus rien, et on en a marre. On a envie de partir en vacances. Le seul problème, c'est que c'est la rentrée, et puis qu'on n'est pas prêt de partir en vacances. On est en train de vivre un des pires mois de septembre depuis bien longtemps. On est déjà en baisse de plus ou moins entre 8 et 10% sur le mois. Et puis on va attaquer le mois d'octobre, qui n'est pas connu pour être le meilleur des mois. Par contre, alors bonne nouvelle, normalement à partir de novembre, ça ira mieux parce qu'on va pouvoir commencer on va parler de rallye de fin d'année. Il faut bien se raccrocher à quelque chose. Si l'on regarde les performances sur la semaine, donc voilà, pas besoin de vous faire un dessin, l'Italie qui perd 7%, ça c'est un petit peu compréhensible d'être en tête cette semaine avec cette semi-crise politique, pas en Italie, parce que finalement c'est ce que les Italiens voulaient, mais c'est une semi-crise politique qui dérange l'Europe, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans ces prochains mois. Le DAX qui perd 5%, le CAC qui perd aussi pas loin de 5%, le semi-conductor index qui est en baisse de 4%, mais qui a cassé les plus bas du mois de juin et qui revient sur des niveaux pas loin du mois de novembre 2020. Le S&P 500 qui est au fond du bac, on l'a vu, on va le voir tout à l'heure sur les graphiques encore une fois. Et puis autrement, le seul truc qui tient encore plutôt pas mal pour l'instant, eh bien c'est le Bitcoin. Le Bitcoin qui est toujours dans son range entre 18 500 et 20 500 grosso modo ces derniers temps. Le SMI en relatif ne perd pas beaucoup, mais on va le voir sur le graphique, c'est pas terrible dans sa globalité. Donc voilà, on voit aujourd'hui une ambiance assez morose sur les graphiques. Si on regarde les performances nettes de cette semaine, vous voyez que tout est rouge. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, eh bien, c'est exactement le même type d'exercice. Depuis le dernier meeting de la Fed, eh bien, on est en mode la Fed ne va pas nous lâcher que ça hausse des taux. Et ça va être très compliqué pour les mois à venir. Dans le SMI, dans les performances, alors, bonne nouvelle au niveau de Roche et de Lonza qui sont... et ceux qui s'en sortent le mieux. Alors Roche et Lonza, ça s'explique un peu parce que vous avez eu cette semaine une grosse annonce chez Biogen aux États-Unis qui fait que le titre a littéralement explosé parce que son médicament contre Alzheimer semble fonctionner dans les tests cliniques. Et normalement, vu les partenariats signés par tous ces groupes en participation croisée, eh bien ça devrait profiter à Roche et à Lonza, d'où leur bonne performance cette semaine. Pour le reste, eh bien après, c'est simplement on tire dans le tas et on fait pas de prisonniers. C'est pas vraiment une raison individuelle qui fait que le marché baisse, c'est simplement que pour l'instant on ne veut plus rien et on balance tout sans faire de prisonniers, comme je l'ai déjà dit, mais on a vraiment un sentiment de capitulation dans les performances du SMI, hein, quand vous voyez des Swiss Life qui perdent 11%, des Zurich qui perdent 6%, UBS moins 6,8%, et puis alors le pompon revient encore une fois au Crédit Suisse. Je vais pas gâcher la fête, mais j'en reparlerai tout à l'heure dans les graphiques. Si on regarde le SLI, le Crédit Suisse garde sa position de leader. Là, on rajoutera simplement AMS qui perd 9%, Julius Baer qui perd aussi près de 9%. Grosse volatilité sur AMS. Et puis, on voit vraiment que tout ce qui est financière se sont fait laminer, hein, vraiment sous-performance hebdomadaire. Mais là encore, j'ai pas envie de dire c'est à cause qu'ils ont fait ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Non, c'est simplement les gens, ils ont juste balancé du SMI dans tous les sens parce qu'il fallait tout vendre. Et puis après, on regarde pas forcément ce qu'il y avait à l'intérieur. Voici le SMI. Voici le graphique du SMI. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, eh bien, on avait ce support la semaine passée qui passait par là. Support qui passait par les 10 350, qui a lâché allègrement pour aller tester les 10 000. Alors voilà, aujourd'hui, c'est pas que si on regarde le graphique sur le long terme à 10 000, il y a eu un point spécifique. On voit bien que sur la période de fin 2020, on s'est battu longtemps sur le niveau des 10 000 avant de démarrer à la hausse. Aujourd'hui, on y revient. Donc autant vous dire que si on venait à casser ces 10 000, j'ai mieux pas envie de penser où est-ce qu'on pourrait aller, parce qu'évidemment, le plus évident, ce serait de retourner sur les bas de la crise du Covid, mais ça paraît quand même un tout petit peu hallucinant si on allait par là. Mais il n'y a plus grand-chose pour nous soutenir. Alors on a cette espèce donc de support psychologique qui est lié par cette zone du passé qui pourrait effectivement nous permettre de tenir,
mais on voit que c'est pour l'instant, ça reste vraiment tiré par les cheveux. Il suffirait qu'il y ait une mauvaise nouvelle encore dans le SMI, alors là, ça pourrait être carrément donc la cassure finale. Mais c'est évidemment, encore une fois, on va faire que de suivre le reste du marché hein, en fonction de ce que vont nous montrer nos grands frères aux États-Unis et en Europe. Donc, vous le voyez, le graphique n'est pas beau. Si on fait juste un petit point technique en regardant la tendance, vous voyez qu'on a un sommet ici, un sommet là. Et puis, donc, toute cette zone-là nous fait un graphique descendant assez spectaculaire. Et puis là, on est allé rechercher les bas de cette tendance ici aussi. Donc logiquement, on va dire qu'on va aller rechercher les bas de la tendance à la louche, tout en bas par ici. Pour l'instant, encore une fois, ça dépendra du DAX et des autres. Le SLI, parce que je dois vraiment vous en parler, quand on voit la performance de l'indice là aussi, eh bien c'est la cata. On a cassé le support des 15 000, enfin des 1590 qu'on avait ici. Et aujourd'hui, on se retrouve quasiment 100 points plus bas. Là, on a tapé un peu sur toutes les valeurs à l'intérieur de l'indice. Et puis, on est déjà revenu quasiment sur les niveaux bas de novembre 2020. C'est un peu le cas déjà de tous les indices, on va dire un petit peu plus de croissance qu'on a vu ces dernières semaines, qui sont revenus sur les niveaux de fin de l'année 2020. On espère juste qu'on ne va pas aller chercher les niveaux de du milieu de l'année, du mois de mars 2020. Parce que ça fait quand même vachement bas, 1112 sur le SMI. Donc pour l'instant, difficile de trouver un point de support. La seule chose qui me rassure pour l'instant, c'est qu'on est survendu de chez survendu. Donc ça peut nous laisser un petit peu d'espoir ces prochains temps. Mais il faudra avoir un catalyste. Alors l'autre bonne nouvelle qu'on peut espérer trouver au niveau des catalystes, c'est sur la VIX, sur la volatilité, puisqu'on avait un article assez intéressant cette semaine qui disait que lorsque l'on a 5 clôtures de suite au-dessus des 30% de volatilité, eh bien, c'est un signe comme quoi on va avoir un rebond. Donc, si aujourd'hui, si ce vendredi 30 septembre, on arrive à clôturer suffisamment haut sur la vol pour rester en dessus de ces 30-là, techniquement, c'est un signe qui voudrait dire que la volatilité va se calmer et donc les marchés vont remonter. C'est un petit peu le seul signe positif que j'arrive à trouver aujourd'hui. Je sais, c'est pas le marché suisse, mais j'aimerais quand même vous montrer le S&P 500 parce que ça vaut la peine de zoomer un peu dessus. Si on regarde le S&P 500 depuis quelques temps, eh bien, on voit que on est revenu donc sur les bas du mois de juin. Je vais vous passer ce qui s'est passé, je vous ferai grâce de ce qui s'est passé en décembre 2020, on s'en fout. Mais si on regarde simplement ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez qu'au mois de juin, on a eu cette sale journée qui nous a emmené jusqu'au plus bas dans la zone des 3640. Et puis une journée d'inversion où finalement on est reparti à la hausse ici pour entamer cette dernière vague de hausse qu'on a eue au milieu du mois d'août. Aujourd'hui, on revient un peu dans cette zone de support. On voit qu'on pinaille sur ce niveau des 3600, 3640. Alors, il y a un niveau important, je l'ai dit et répété dans plusieurs vidéos, 3585, grosso modo, qui se situe par là. Et 3585, c'est la moyenne mobile des 200 semaines qui passe là derrière. Ça, c'est ce que tout le monde regarde aux États-Unis pour l'instant. Par contre, ce qu'il faudra voir, c'est qu'effectivement, on a eu un excès à la baisse mercredi avant que la Banque d'Angleterre intervienne et on est allé chercher les 3598 et c'est le plus bas qu'on ait fait depuis 2020, quasiment sur le S&P 500. Mais la plus basse clôture que l'on ait faite, c'est hier soir où on a clôturé à 3640. Donc il va falloir que soit ce soir on arrive à réinverser la tendance pour dire on est en train de faire une base de consolidation, sauvé un petit peu par le fait qu'on est survendu là en bas pour essayer de remonter. Mais si on arrive à échouer et terminer en dessous des 3600 ce soir, alors là je crois qu'on va clairement s'ouvrir une nouvelle jambe, comme on dit en français, une leg, comme ils disent aux États-Unis, à la baisse. Et là, autant vous dire que le S&P 500 pourrait clairement redescendre facilement, aller chercher les bas de ce canal descendant à 3120, à 3200 dans cette grosse zone-là. On n'a pas assez précis, on n'a pas d'indication assez précise. Mais ce qui voudrait dire ici, c'est qu'on est en train de presser une récession assez moche pour qu'on revienne
à ces niveaux-là. Si on parle des titres individuels aujourd'hui, cette semaine, il y a quelques noms qui ressortent. Le premier, c'est Novartis. Novartis a donc été downgradé cette semaine par UBS et donc c'est pas une super bonne nouvelle. Ça n'arrange pas non plus les bidons du marché, mais forcément, vu la tendance dans laquelle on est, eh bien, ça ne change pas grand chose. Mais quand l'UBS downgrade quelque chose ces derniers temps en Suisse, ça prend un peu de temps, ça dure et ça fait mal. Alors vous voyez que malgré qu'on a fait un downgrade massif de la part de l'UBS, eh bien on revient à des niveaux qui sont relativement corrects, puisqu'on tient quand même pas mal. Alors on va dire que si on doit avoir un peu d'optimisme dans ce marché, je continue et j'insiste, je persiste et je signe. Chaque fois qu'on est revenu dans la zone, bon les extrêmes c'est 73-40, mais chaque fois qu'on revient dans cette zone-là, Novartis, elle rebondit. Alors je dis pas que là tout de suite on va remonter à 88 ou 89, mais j'ai envie de dire que sur ces niveaux-là, pour l'instant, ça vaut la peine et je persiste et je signe, je l'ai déjà dit et répété, sur faiblesse, il faut accumuler ou alors vendre des poutres sur excès baissier pour essayer d'avoir des prix d'entrée relativement intéressants. Je veux bien croire, et selon ce que dit l'UBS, que Novartis a moins de croissance à attendre ces prochains temps parce qu'elle est dans une zone de transition, mais il ne faut pas non plus complètement déconner. On notera aussi Belimo qui a été upgradé cette semaine par le broker Berenberg avec un target à 473 francs suisses. La banque d'affaires estime que c'est clairement sous-évalué. Ils estiment aussi que la sous-performance depuis le début de l'année, qui est de pas loin de 40% sauf erreur, est injustifiée et qu'il y a beaucoup de chemin à rattraper. Le titre a beaucoup apprécié l'annonce cette semaine. Maintenant, il faudra voir si cette sous-performance peut se rattraper dans un environnement immonde comme on est aujourd'hui, ou alors est-ce que l'environnement complet va tourner et changer de direction. Alors vous voyez sur le graphique qu'on est allé faire un double bottom, l'upgrade fait qu'on est remonté assez massivement. Pour l'instant ça se calme déjà, on est beaucoup remonté en termes de stochastique, on verra un petit peu ce que va faire la suite. Là techniquement on a l'impression que la nouvelle est sortie, on pourrait revenir en direction des 333 et puis voir si les choses devaient repartir dans le bon sens selon ce que disait Berenberg. On a aussi eu le patron de Logitech qui a parlé des chiffres de croissance de la société, qui estime que aujourd'hui c'est injustifié, que lui s'attend à retrouver les taux de croissance d'antan d'il y a quelques mois, et il pense qu'aujourd'hui, sans donner d'indication et sans être extrêmement très clair dans ses propos, il estime qu'aujourd'hui là où on valorise sa société, eh bien c'est pas justifié complètement. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher que ce que ça valait à l'époque du Covid, où on pensait que les gens achetaient des souris tous les matins, des nouveaux claviers tous les matins, et qu'ils les mangeaient derrière pour en racheter le jour d'après. Mais en tous les cas, un peu de commentaires optimistes de la part du CEO de Logitech cette semaine. Alors un peu d'optimisme, oui, ça se voit pas non plus monstrueusement sur le graphique, mais on voit que pour l'instant on tente quelque chose, mais il n'y a pas de quoi s'emballer dans l'immédiat. Positif plutôt là-dessus. Si vraiment les choses se calment, et là encore j'ai vraiment envie de parler plutôt dans une question globale, parce qu'aujourd'hui on n'a que ça, c'est que la globalité des marchés. On peut espérer voir Logitech remonter en direction de la moyenne mobile des 50 jours, qui passe par les 50 balles. Ça pourrait être un truc à jouer, mais il faudrait, pour que ça se fasse, il faudrait bien évidemment que l'ensemble des marchés décident de repartir, parce qu'en attendant, sinon on aura bien des chances de retourner aller chercher plus bas. Alors oui, vous me direz, c'est facile de dire ça va soit en bas, soit en haut, mais c'est un peu la réalité aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, techniquement, et par rapport à ce qu'on vient de nous dire, dans un marché normal, je parierais sur un 10% de rebond sur Logitech, mais on est dans un marché qui est tributaire de la globalisation des marchés. Si tout part à la casse, Logitech, ils peuvent surperformer tout le reste, tout le monde s'en foutra quand même à la fin. Et puis dans la série mauvaise nouvelle, eh bien on a le Crédit Suisse. Alors le Crédit Suisse qui se prend 18% dans la tête cette semaine. Je vais même vous dispenser du graphique parce que ça ressemble plus à rien. Il a été chercher les 3,66 au plus bas, qui est le plus bas historique du Crédit Suisse. On entend tout et n'importe quoi. Le Crédit Suisse a dû se montrer rassurant auprès de ses employés pour leur dire non, tout va bien, vous inquiétez pas. Quand vous avez une banque qui commence à communiquer à ses employés pour leur dire non, vous inquiétez pas, eh bien justement ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant et on l'a vu sur les marchés, ça n'a pas aimé du tout. On a des rumeurs d'augmentation de capital qui tournent autour du marché. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'ils nous reparlent des casseroles du passé. On sait qu'ils sont en train de faire une énorme restructuration, mais que ça prendra du temps, mais ils savent pas trop comment ils vont la faire, ni de quoi ils vont se débarrasser, ni dans quelles conditions ils vont se débarrasser de certaines choses. C'est bien gentil de vouloir se débarrasser des divisions banque d'affaires, mais aujourd'hui personne n'en veut de toute manière, donc forcément c'est une période très très compliquée pour le Crédit Suisse. On arrive à des niveaux qui sont extrêmement bas. En termes de valorisation, ça devient juste n'importe quoi de dire qu'une banque
pareil peut valoir que 3,50 balles. Quelque part, je pense que ça reste aujourd'hui un des fleurons de l'industrie bancaire et helvétique, même s'il y a des problèmes de management, des problèmes de restructuration à mettre en place. Mais il est vrai qu'à ces niveaux-là, on peut aussi se poser la question à quel moment il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Moi, je m'en fous, à ce prix-là, je rachète, je restructure et j'en fais quelque chose d'un peu mieux. » Parce que ça reste quand même le numéro 2 bancaire helvétique. Donc, à surveiller quand même. C'est pas un commentaire bullish que je suis en train de faire, c'est juste une constatation. On est dans une période extrêmement compliquée pour le Crédit Suisse, bien sûr. Ça dure, ça perdure. Et en plus, l'environnement de marché n'aide pas non plus à retrouver des couleurs à la banque haut de voile, comme on dit. Et le graphique que vous voyez à l'instant, c'est le graphique de Talent House. Donc, il y a une boîte qui fait du contenu numérique. Bon, vous voyez déjà que c'était mal embarqué. Mais là, on a des rumeurs de faillite qui sont de plus en plus insistantes. Alors bon, vu le prix de l'action aujourd'hui, c'est pas que ça va changer la face du monde, et ni faire basculer le SMI ou le SLI dans une zone catastrophique. Mais en tous les cas, eh bien, on voit que ça commence à se compliquer et qu'il y a certaines boîtes qui commencent gentiment à faire faillite. Et ça, c'est des choses qu'on n'aime pas voir dans les marchés boursiers, même si Talent House ne fait évidemment pas partie des fonds de pension de l'AVS. Donc du coup, voilà, menace de faillite sur Talent House en Suisse. Et puis, ce qu'il faudra aussi retenir en ce moment, c'est qu'on est extrêmement tributaire de l'environnement global, comme je le dis depuis le début. On a trop de crises qui bourgeonnent dans tous les sens en même temps, un peu partout sur la planète. Trop de choses qui ne sont pas réglées. Vous voyez que mercredi, on a rebondi violemment pour une solution qui était apportée par la Banque centrale anglaise. Mais franchement, dire je voulais réduire mon bilan, mais finalement, je vais les augmenter. Je voulais faire un tightening, je vais faire un quantitative easing. Eh bien, c'est pas forcément la solution qu'on a envie de voir. On sent que c'est un petit peu la panique et qu'on sait plus vraiment quoi faire. Et ça rassure pas. Et donc, ce message-là s'applique également à la Suisse, qui est en danger comme le reste de partir avec l'eau du bain. Parce que si tout d'un coup, ça craque vraiment, encore une fois, sur les plus bas du mois de juin, eh bien, à ce moment, tout va partir à la casse pour aller chercher des niveaux plus bas sur les marchés. Donc, pour l'instant, le message n'est pas très, très positif. Et je crois qu'on va devoir continuer à se nourrir un peu de Xanax pendant ces quelques prochaines semaines. Voilà ce qu'on pouvait raconter sur la Suisse ici un peu et ailleurs dans la macro. On n'est pas dans une situation facile. Ça risque de durer encore un petit peu. J'aimerais bien trouver des points d'inflexion qui nous permettront de dire ça va un peu mieux. Le seul point positif que j'aimerais mentionner, c'est cette volatilité qui est en train d'atteindre son quatrième closing à plus de 30%. C'est fait. Ce soir, si on clôture encore une fois au-dessus de 30%, peut-être que la semaine prochaine, on pourra commencer à parler de signal d'achat parce qu'on a quand même pas mal de stochastiques qui sont survendus. On a quand même pas mal d'exagérations qui ont été faites et pas mal de mauvaises nouvelles qui ont été prises. Mais ceci incluant aussi le fait qu'il faut que ça se calme aussi au niveau géopolitique et si possible au niveau énergétique, mais pour l'instant ça c'est pas gagné. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo. Moi je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss, mais je vous retrouve bien évidemment lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez un excellent vendredi, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.